c'est pas moi. Non, même pas moi à 16 ans. Ma fille m'a dit que j'avais les cheveux pas assez longs, donc je n'ai pas essayé de faire des nattes. Donc vous l'avez deviné, c'est Greta. Et je vais commencer par Greta parce que vous n'en avez pas encore entendu suffisamment de Greta. Ce n'est peut-être pas un hasard que Greta est européenne et pas américaine, même si cela ne devrait pas nous rendre orgueilleux. Il est un fait que Greta est issue de cette culture et que l'Europe a été pionnière dans les débats climatiques. Greta résume la différence entre l'Europe et les États-Unis ainsi. Elle l'a fait il y a 2 jours devant un journaliste qui lui demandait « Alors, vous vous sentez bien aux États-Unis ?» Elle dit « Les États-Unis, le changement climatique, c'est une question de croyance. You believe or you don't believe. Et en Europe, c'est une question de fait. On accepte que le climat est un grand problème. » Et c'est pour ça que le titre de cette première présentation, « Peut-on sauver le climat sans l'Europe ?» va bien au-delà des frontières suisses qui nous occupent aujourd'hui. En effet, c'est à Villach, en 1986, en Autriche, que les scientifiques ont pour la première fois sonné l'alerte. C'est également l'Europe, ou plus exactement la communauté européenne, qui a été un des acteurs majeurs du processus onusien, dont vous savez qui a débouché sur l'accord de Paris en 2015. Avant de vous donner un aperçu sur le rôle de l'Union européenne, à la fois au niveau international et au niveau national, je voudrais rester encore un tout petit peu avec Greta. Greta, décidément, elle est partout. Greta nous dit « Notre maison est en feu. Résoudre la crise climatique est le défi le plus important et le plus ambitieux que les Homo sapiens ont dû affronter. La solution est pourtant si simple que même un enfant pourrait le comprendre. Il faut arrêter nos émissions de carbone. » En fait, Greta ne fait que répéter ce que le groupe international sur l'évolution du climat nous répète depuis 25 ans. Depuis 25 ans, il nous dit qu'il faut arrêter d'émettre des émissions carbone. Il faut limiter la hausse de la température à 1,5 degré et il faut arriver à la neutralité carbone en 2050. Sinon, eh bien, mal nous sera fait. On parle toujours de climat et je pense que désormais, de plus en plus de personnes savent quoi est responsable de ce changement climatique. Mais je voudrais quand même le préciser, c'est bien sûr les gaz à effet de serre qui interceptent les rayons d'infrarouge et qui font que le climat se réchauffe. Il y a le méthane comme gaz à effet de serre, il y a l'oxyde nitrique, mais le plus important, c'est le carbone. Le CO2 qui s'accroît depuis l'ère pré-industrielle de plus de 40% et qui est généré notamment en grosse partie par la combustion d'énergie fossile, mais également dans une moindre mesure par la déforestation et le changement de l'utilisation du sol. Qu'est-ce que le CO2 ? Le CO2 est une molécule inerte et ça fait qu'elle reste longtemps dans l'atmosphère. Il faut des centaines d'années, voire des milliers, pour qu'elle disparaisse. Et c'est pour ça qu'en émettant, en continuant à émettre, et vous voyez là qu'il y a eu un accroissement formidable ces dernières 100 ans, ce CO2 reste dans l'atmosphère. Et il se fait que, puisqu'il reste, même si aujourd'hui on arrêterait de polluer, on arrêterait d'émettre du CO2, on aurait un réchauffement conséquent. Certains disent que de toute façon, on a droit au réchauffement des 1,5 degrés. Et c'est pour ça que c'est tellement important, non seulement de penser réduction des gaz à effet de serre, qui sera surtout important pour nos enfants, pour qu'ils n'aient pas à affronter un climat de 4 voire 6 degrés plus chaud, mais aussi de l'adaptation. L'adaptation aux changements qui vont venir de toute façon. Voilà, je vous ai dit que j'allais vous parler d'une part
du volet international, du rôle joué par l'Union européenne dans l'enceinte mondiale, mais également vous présenter les politiques internes. Je vais commencer par le leadership que l'Union européenne a exercé dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Elle a en effet joué, c'était encore à l'époque la Communauté européenne économique, un rôle majeur dans la définition de la Convention cadre de Rio, qui, comme vous le savez, a mené à l'accord de Paris en 2015. L'Europe a également joué un rôle crucial en 1995 en prévoyant pour la première fois et en poussant les pays industrialisés à accepter un plafonnement de leurs gaz à effet de serre. Il est vrai que c'est un plafonnement limité de 5% dans la première période d'engagement, c'est-à-dire entre 2008 et 2012, par rapport à 1992. Mais c'était un début et il faut commencer. À Copenhague, c'est la présidence danoise qui a organisé les négociations et qui, dans la perception publique, était un grand désastre parce qu'on n'avait pas réussi à établir un régime climat post-2012 qui donc avait pour but de non seulement demander aux pays industrialisés de plafonner leurs émissions, mais également de faire des efforts du côté des pays en voie de développement. Néanmoins, je ne pense pas que c'était un échec total, parce qu'à cette époque-là, on a réussi à insérer le but de limiter le réchauffement global à 2 degrés. Et finalement, c'est la France, un État membre de l'Union européenne, qui a organisé les négociations qui ont mené à l'accord de Paris. Alors, l'accord de Paris a été crédité de beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement ? Bien, il reprend cet objectif qui était fixé à Copenhague de limiter le réchauffement global à 2 degrés, voire de faire des efforts à limiter à 1,5 degré. C'est un accord qui est basé sur des réductions d'émissions définies par les États qui le composent. On appelle ça un régime bottom-up et il est encadré par un cadre de transparence. Donc les États sont invités et même contraints de montrer quels efforts ils ont faits et cela dans un cycle de 5 ans à chaque fois et d'augmenter l'ambition à chaque fois pour arriver finalement à ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire, neutralité carbone ? Ça veut dire que les émissions et l'absorption de CO2 restent en équilibre. Alors, ce n'est pas sans fierté que Laurent Fabius, sous les regards énamourés, non, pas énamourés, le regard fier peut-être de M. Hollande, a brandi son marteau de commissaire-priseur pour déclarer que l'accord de Paris était adopté. Est-ce que le problème est réglé pour autant ? Pas vraiment. Comme vous voyez à cette courbe ascendante, ni Rio en 1992, ni Kyoto en 1997, ni Copenhague en 2009, ni Paris en 2015 ont fait cesser l'accroissement des émissions de CO2. Est-ce qu'on peut dire pour autant que cet effort au niveau international, c'est un raté ? Je pense qu'il faut être un peu plus nuancé. Et je pense qu'à l'exemple de l'Union européenne, on peut voir quels sont les effets, les bienfaits de cette discussion internationale et peut-être aussi ses faiblesses. Donc, quel est le rôle de l'Union européenne dans sa politique interne pour promouvoir les progrès dans une décarbonisation ? D'une part, il faut savoir que l'Europe joue un rôle de moins en moins important, puisque avant je crois 2014, en 2005, elle représentait 12,8% des gaz à effet de serre au niveau mondial, et aujourd'hui, on est à peu près à 8,9%. Donc, son importance va en décroissant. Alors, quel est le bilan climatique interne à l'Union européenne ? Donc, on note
un découplage de la croissance économique avec les gaz à effet de serre entre 1990 et 2016. Nous avons dans cette période-là une progression du PIB de 54% et une diminution des gaz à effet de serre de 22%, une diminution de la consommation d'énergie de 2%, mais surtout, et là Greta intervient à nouveau, et c'est pour ça que Greta est européenne, 92% des citoyens considèrent le changement climatique comme un problème grave et 74% comme un problème très grave. Donc le message qui a été émis par l'accord de Paris et toutes ces négociations qui ont reçu beaucoup d'attention médiatique a porté ses fruits, du moins en ce qui concerne la sensibilisation de la population. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler des instruments pris par l'Union européenne pour régler, entre guillemets, le problème, permettez-moi, à ceux qui ne sont pas des avertis, je sais qu'au NOMES, vous êtes un public averti, de simplement redonner 2 ou 3 bases sur comment fonctionne l'Union européenne, parce qu'on ne peut pas juger son bilan si on ne sait pas comment elle fonctionne. Donc il faut savoir que le climat, c'est une compétence partagée entre l'Union et les États membres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que l'Union n'a pas harmonisé, c'est comme un peu en Suisse, tant que la Confédération n'a pas harmonisé, les États membres peuvent continuer à légiférer. Et il faut savoir que le mix énergétique, ça reste une compétence des États membres, ce qui rend parfois un peu difficile la mise en œuvre de politiques climatiques dans le domaine de l'énergie. L'UE, ce n'est pas non plus un acteur homogène. Ici, on voit toujours le diktat de la Commission. Non. L'Union européenne, c'est des acteurs multiples. C'est une Commission européenne qui propose des actes législatifs et c'est le Conseil et le Parlement européen qui les adoptent et la plupart du temps à la majorité qualifiée. Donc la politique climatique européenne est nécessairement un compromis entre beaucoup de partis mais aussi beaucoup de pays. La définition de la politique climatique se fait donc au niveau de l'Union européenne, mais elle est mise en œuvre par les États membres. Elle est définie dans des règlements, des directives et des recommandations, c'est-à-dire des instruments parfois contraignants, parfois c'est du soft law, ce n'est pas contraignant. Donc pour résumer, l'Union européenne a un rôle principalement régulatoire, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas l'Union européenne qui va avoir le budget nécessaire pour assurer la transition écologique, énergétique dont nous avons besoin. Ce seront les États membres et surtout le secteur privé. La politique interne de l'Union européenne est à la fois un reflet de ce qui se passe au niveau international et elle l'anticipe également. Pour être crédible, à Rio en 1992, l'Union européenne a proposé une taxe, une fameuse taxe CO2 énergie dont on parle tellement. Malheureusement, cette taxe n'a jamais été adoptée parce qu'il y a l'unanimité pour la taxation dans l'Union européenne. Donc, très peu de progrès dans les années 90 au niveau interne de la communauté européenne. Avec les objectifs de Kyoto, qui obligeait l'Union européenne de baisser de 8% les gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 par rapport à 1990, il y a eu un fameux coup d'accélération dans l'an 2000. L'Union européenne a décidé de mettre en œuvre des programmes dits européens climatiques, d'abord un premier, puis un deuxième à partir de 2005, et couvrant tous les secteurs qui ont une incidence sur les changements climatiques. Je ne vais pas les nommer ici, mais vous les voyez sur les slides. L'instrument le plus important, issu de ce processus de réflexion de très nombreux acteurs, c'est le système d'échange de quotas d'émissions. Quelle est l'idée là derrière? Vu qu'une taxe n'a pas pu être adoptée à cause de l'unanimité, les économistes de la Commission se sont dit on va changer le mode d'intervenir et on va quand même donner un prix au CO2 parce que seulement si les acteurs sentent que c'est cher de polluer qu'ils vont changer d'habitude. Donc on a plafonné les émissions de certains secteurs, c'est des secteurs surtout de l'électricité
et de l'énergie, donc des secteurs intenses en énergie, comme l'acier par exemple. Et on a fait un système d'échange et de vente de quotas entre 31 pays. Cet échange de quotas a lieu entre acteurs économiques et non pas entre les acteurs nationaux. À la fin de chaque année, les acteurs sont appelés à rendre autant de quotas qu'ils ont émis. Et s'ils ne font pas, alors ils écopent d'amendes assez juteuses. Et c'est comme ça que le système fonctionne assez bien. Je dis bien assez bien parce que pendant très longtemps, le CQ, ou le EU ETS, comme on dit en anglais, a été considéré comme une vaste supercherie ou encore une grosse faillite. Pourquoi ? Parce que les plafonds fixés n'étaient pas assez ambitieux et de la sorte, le prix du carbone était resté à 3-4 euros et on avait pensé au départ qu'on aurait 40-50 euros. Donc vraiment des incitants formidables pour changer de production énergétique. C'est au fur et à mesure que le CQ a été ajusté et on voit avec succès, parce que depuis cette année, nous avons un prix de carbone qui est aussi entre 25, 20 et 30 euros la tonne. Donc, il y a certes un certain espoir que cet instrument va apporter les réductions d'émissions qu'il avait promis déjà au départ. En vue de la COP de Copenhague de 2009, il y a eu un nouvel effort fait par les États membres et l'Union européenne pour être crédible dans l'enceinte internationale. Et c'est pour ça qu'elle a adopté en 2007 le fameux paquet climat-énergie 20-20-20 en 2020. Donc, facile à retenir, 20% de réduction de gaz à effet de serre en 2020, 20% d'énergie renouvelable et 20% d'accélération dans ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et rebelote, pour Paris, on a fixé un cadre à l'horizon 2030, où on a été encore, cette fois-ci encore beaucoup plus loin, moins 40 en ce qui concerne les gaz à effet de serre, moins 32 pour les énergies renouvelables et 32,5% pour l'efficacité énergétique. Donc il est bien beau de fixer des objectifs pour l'Union européenne dans sa totalité. Ce qui est plus difficile, c'est de répartir ensuite l'effort de réduction. L'Union européenne a décidé de mettre le paquet dans le domaine de l'énergie et de l'électricité, et c'est pour ça que ce secteur-là doit faire les plus gros efforts, avec moins 43% en 2030 par rapport à 2005. Il reste néanmoins 30% et 30% sur 55% des émissions à réduire dans les autres secteurs qui sont l'agriculture, les transports, les traitements de déchets. Donc tout le reste, tout ce qui n'est pas couvert par le système d'échange de quotas d'émissions. Et vous voyez ici que l'effort n'est pas réparti de la même manière. À l'instar du régime international, on fait porter l'effort par ceux qui en ont d'une part les moyens et par ceux qui polluent plus. C'est pour ça qu'une Allemagne, un Luxembourg doit faire beaucoup plus qu'un pays comme la Grèce, la Bulgarie ou encore le Portugal. Donc on voit ici aussi qu'au niveau de l'Union européenne, l'idée d'équité joue un rôle. Les pays riches doivent faire le plus gros des efforts. La même chose vaut pour les énergies renouvelables. Je vous ai parlé de ce but de 20% en 2020 et de 32,5% en 2030. C'était un effort de 11,5% donc d'accroissement des énergies renouvelables par rapport à 2009. Alors là, l'idée a été, on va demander à ceux qui ont le plus grand potentiel de mettre en œuvre les énergies renouvelables. Eh bien, c'était trop complexe. On a fini par retrouver la même règle, ce sont les plus riches qui doivent faire
le plus. Et donc là aussi, l'objectif a été réparti de manière, on peut dire, équitable. La difficulté était telle, lorsqu'on a voulu répartir le nouveau but, qu'on a finalement simplement renoncé à le répartir par les États membres. On verra plus tard comment on a résolu ce problème pour arriver finalement en 2030 arriver à cet objectif fixé. 20, 20, 20 en 2020, donc il nous reste à couvrir l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ce n'est pas toujours très facile à mesurer. Quand est-ce qu'on a fait 20% d'économie d'énergie? Et c'est pour ça que pendant longtemps, l'efficacité énergétique n'a pas fait l'objet d'une directive, donc d'un instrument contraignant au niveau de l'Union européenne. Mais en 2012, on s'est dit qu'on n'en fait vraiment pas assez. Et c'est que pour ça, on a mis en œuvre une directive qui connaît tout des instruments assez divers, qui va des pouvoirs publics qui doivent montrer l'exemple, aux entreprises qui sont obligées d'effectuer des audits énergétiques, ou encore l'installation de systèmes de certification pour, vous les connaissez tous, pour les frigos, pour les téléphones, pour tous les gadgets électroniques. Donc là aussi, en 2018, on a amélioré, on a accru l'ambition, et surtout dans le domaine des bâtiments, il est désormais impératif de faire des progrès importants, parce que c'est là où le plus gros potentiel existe. Un secteur qui a été longtemps négligé également, et en Suisse également d'ailleurs, ce sont les transports. Alors que vous voyez ici que presque dans tous les domaines, les émissions baissent. Je vous ai dit qu'on est arrivé à moins 22%. Les transports augmentent. Alors on peut dire, c'est la faute à Merkel. Elle a voulu que Volkswagen, Mercedes, BMW puissent continuer à prospérer. C'est en partie vrai. Il y a toujours des impératifs économiques qui freinent l'ambition écologique. Mais avec le scandale du diesel et les objectifs qui ne sont pas atteints dans ce domaine, en 2016, on a serré les boulons. Et on les serre d'autant mieux qu'à partir de 2021, des normes d'émissions beaucoup plus strictes vont entrer en vigueur. Et ceux qui prennent au sérieux le changement climatique disent qu'il faut rouler en 2 chevaux, pas en 2 chevaux la voiture, mais il faut arriver à avoir des voitures qui ne consomment pas plus de 2 litres au 100 km. Donc on n'y est pas encore avec les normes européennes, mais c'est un premier pas pour y arriver. Car dans le domaine des transports, mis à part l'amélioration de l'efficience du système de transport, c'est les normes des voitures qui jouent un rôle primordial pour réussir à décarboner le secteur. Finalement, l'adaptation. Je vous ai parlé au début que l'adaptation, c'était un des domaines les plus importants pour nous qui vivons aujourd'hui. Parce que le CO2 restant dans l'atmosphère, nous devrons nous adapter. Et c'est aussi un des points les plus importants pour les pays en voie de développement, parce que ce sont eux qui auront à affronter les plus grandes crises. Mais ça ne veut pas dire que dans l'Union, nous n'avons pas des efforts à faire. On l'a vu avec les grandes chaleurs, avec les événements climatiques de plus en plus intenses. Nous devons prendre des mesures, que ce soit dans l'infrastructure ou ailleurs. Donc, quelle est la valeur ajoutée de l'Union européenne dans ce domaine? Elle peut participer à l'échange d'informations. Donc, au niveau de l'Union européenne, on a une page web qui permet de connaître les meilleures pratiques dans les États membres. Et c'est donc en échangeant les idées qu'on connaît mieux, qu'on apprend à gérer les problèmes au fur et à mesure. Je vois que Chantal me fait signe que c'est bientôt mon heure. Et donc, je vais terminer par vous dire quels sont les derniers
instruments qui ont été adoptés par l'Union européenne, et ceci après l'accord de Paris en 2016. C'est le fameux paquet énergie propre, ce qu'on appelle le Winter et le Summer Package, et qui vise à faciliter la transition vers une énergie propre, à réorganiser les marchés d'électricité qui sont libéralisés dans l'Union européenne et arriver à une vraie neutralité carbone en 2050. Et mis à part la refonte des directives sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, dont j'ai déjà parlé, c'est la gouvernance de l'Union de l'énergie et de l'action climatique qui a été adoptée. Alors c'est quoi cette bête, l'Union de l'énergie? Ça nous rappelle un peu quelque chose au début de la communauté européenne. On a eu la CECA, la communauté sur le charbon, on a eu l'Euratom. Et donc c'est comme un retour aux sources. L'énergie est toujours au cœur du projet européen. Il l'était au début et il revient en force aujourd'hui. À l'époque, on a voulu mettre de la coopération là où il y avait de la concurrence. On a voulu réunir les forces du charbon pour éviter les guerres. Aujourd'hui, il faut une union de l'énergie pour assurer une certaine cohérence dans 5 domaines qui sont les suivants. D'une part, la sécurité énergétique. Nous dépendons grandement de l'énergie fossile venant d'ailleurs. Il y a le marché intérieur de l'énergie, c'est tout le processus de libéralisation. Il y a l'efficacité énergétique, il y a la décarbonisation, et puis il y a la recherche, l'innovation et la compétitivité. Tous ces facteurs ne sont pas toujours faciles à réunir de façon à ce qu'ils soient cohérents. Donc, qu'est-ce que l'Union propose? Elle propose d'établir des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, où les pays mettent sur la table qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ces domaines, et ils les publient au niveau de l'Union européenne, de sorte que les autres peuvent voir comment eux souhaitent articuler ces politiques. Et ceci aide la Commission à donner des conseils, à faire des recommandations et d'assurer une cohérence plus globale. Tout cela nous mène à la nouvelle Commission avec Ursula von der Leyen, qui nous a dit dans son speech inaugural devant le Parlement « Our commitment to becoming the world's first climate neutral continent ». Rien que ça. Un continent neutre en carbone. Et elle a mis le paquet cette fois-ci en nommant d'une part un vice-président exécutif du Green Deal, en la personne de Frans Timmermans, et en proposant de créer une première loi européenne sur le climat dans les 100 premiers jours et de créer des fonds de transition énergétique et éventuellement de reprendre l'idée d'une taxe carbone frontalière. Quelle est l'idée sous-jacente de ce New Deal, ce Green Deal qui s'inspire du plan Marshall? C'est de mettre à disposition des fonds, notamment publics, pour des investissements massifs dans l'infrastructure, une infrastructure qui permettra une économie sobre en carbone. Voilà, j'arrive à ma dernière slide. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le nombre de minutes. Je n'ai pas tout à fait la notion du temps. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Union européenne? Avec mes étudiants, je faisais toujours des take-home messages. Donc, l'Union européenne est importante pour sauver le climat parce qu'elle continue à jouer un rôle très important dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Elle était importante aussi parce qu'elle définit les objectifs pour le continent européen et en cela, elle trace un peu la voie à suivre pour la Suisse. La Suisse qui s'apprête à participer au système d'échange de quotas d'émissions à partir de l'année prochaine. Et, si Dieu le veut, un jour, on aura un traité sur l'électricité, si le peuple veut bien, d'un accord cadre. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon débat.